Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Bonsoir, les titres sommaires de ce journal. Bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Le Premier ministre Patrick Hachi lance la plateforme Spatia destinée à faciliter le signalement des actes de corruption en Côte d'Ivoire. Un dispositif digital d'alerte pour venir à bout de ce phénomène qui ferait perdre plus de 1300 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La BAD et ses partenaires ONU Femmes et la SFI octroient 1,8 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire, une enveloppe destinée à soutenir 322 coopératives féminines ivoiriennes du secteur du vivrier. L'objectif visé, c'est de renforcer l'accès des femmes aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Et puis au nord de la RDC, une centaine de personnes ont été kidnappées à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des combattants ADF. On voit cela au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Lutte contre la corruption. Le gouvernement ivoirien met à disposition des populations une plateforme digitale d'alerte des actes de corruption. Le dispositif dénommé Spatia a été lancé ce jour par le Premier ministre Patrick Hachi, au cours d'un événement qui a marqué la journée africaine de lutte contre la corruption dans tous les secteurs d'activité. Le point avec Dangui Dangui. La COVID-19 n'a pas seulement été une crise sanitaire ou humanitaire, elle a été aussi une crise de gouvernance, a déclaré la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire ce 11 juillet à la célébration de la 6e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La résistance des pays en matière de reddition des comptes a été mise à l'épreuve, d'où la nécessité de repenser le rôle des institutions et des mécanismes de promotion de la transparence et de la reddition des comptes. La représentante de l'Union africaine a par ailleurs félicité la Côte d'Ivoire pour les réformes entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption. N'empêche que beaucoup reste à faire pour endiguer le phénomène, admet le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Au titre de l'indice de perception de la corruption développé par l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire stagne encore à un score de 36 sur 100 et est classée 105e sur 180 pays en 2021. Il apparaît donc nécessaire de renforcer les instruments et mécanismes de promotion de la transparence, de la responsabilité et de la redevabilité. Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette 6e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption pour inaugurer un nouvel outil de lutte contre ce phénomène, à savoir Spatia, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Véritable interface entre l'État et les citoyens, outil digital moderne et fluide, cette plateforme permettra de dénoncer facilement et précisément les actes de corruption dans tous les secteurs d'activité en vue d'en réduire drastiquement la prégnance sur notre société. Autre temps fort de la célébration officielle de la Journée africaine de lutte contre la corruption, un panel de haut niveau sur le thème « Gestion des fonds COVID-19 et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité ». Voilà une interface qui traduit bien l'ambition de transformation structurelle de la Côte d'Ivoire, un plan du gouvernement. Toujours en Côte d'Ivoire, le plan de sécurité alimentaire à travers la production vivrière est soutenu par la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, la BAD, a octroyé 1,8 milliard de francs CFA à 322 coopératives féminines ivoiriennes. Un programme de soutien lancé à Toumoudi, dans la région du Bélier. C'est un programme de soutien grâce à un financement conjoint de la BAD et de ses partenaires ONU Femmes et la SFI. Le point de Kader Sogodogo. 322 coopératives féminines localisées sur l'ensemble du territoire ivoirien opérant dans la production vivrière bénéficient d'une enveloppe globale de 1,8 milliard de francs CFA. Le fonds est alloué par la Banque africaine de développement BAD et ses partenaires ONU Femmes et la Société financière internationale SFI. Il s'agit, à travers ce soutien, de renforcer l'accès des femmes aux marchés nationaux, régionaux et internationaux.
pour permettre aux femmes coopératives d'être vraiment positionnées comme des entreprises à part entière. Un jour nouveau se lève pour toutes ces femmes entreprenantes et qui travaillent d'arrache-pied pour une autonomisation profitable à toute la famille. On va multiplier nos efforts, c'est-à-dire cultiver plus pour que le pays puisse s'autosuffire en alimentation. Nous sommes fiers d'être les premières à bénéficier, puisque c'est ici que se fait le lancement, et nous sommes fiers de pouvoir bénéficier aussi une période de 3 ans de ce montant extraordinaire, de cet accompagnement qui va permettre donc à nos femmes de devenir autonomes de plus en plus et de façon, j'allais dire, formelle. La Côte d'Ivoire, qui s'inscrit résolument dans la création de richesses pour la femme et pour une sécurité alimentaire pour tous, tient ici, à travers cette aide, une reconnaissance de sa politique. Nous sommes en train d'aller dans la durabilité. Les femmes sont une pièce maîtresse et un groupement important dans le développement de notre nation et dans la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, tant voulue par son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous ne pouvons qu'être fiers et heureux de savoir que nos institutions internationales œuvrent pour le bien-être de nos femmes. Don de tricycle du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, défilé et danse. L'esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi a été tout simplement transformée en une foire festive par les femmes. Et l'autonomisation des femmes est aussi une préoccupation dans la commune de Yopougon. Le conseil municipal vient en appui au projet de financement des femmes en situation de précarité. L'exemple de ces projets est porté par l'ONG La Main de Dieu. C'est un reportage de Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. L'ONG La Main de Dieu fait parler d'elle à travers ses actions caritatives en faveur des orphelins et des veuves. Engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat et d'aide aux personnes vulnérables, l'organisation séduit les autorités de la commune de Yopougon. Ces actions sont louées à travers les témoignages des bénéficiaires. Aujourd'hui, vous me voyez, je vends un peu de choses sur ma table. C'est elle qui m'a aidée. Même si elle n'en a pas, elle saute, elle passe ici, elle va ici, elle m'appelle jusqu'à elle me donne. Et je fais le commerce que je veux. Vraiment, remerciez cette dame-là pour moi. À son siège au quartier Trois-Rouges, l'ONG La Main de Dieu accueille son parrain, le premier adjoint au maire de la commune, Issoufou Koulibaly. Occasion saisie pour investir Timité Nassiritou Atouba. Aussitôt installée, la présidente a traduit sa reconnaissance au maire, Gilbert Kafana Koné, pour son appui au projet d'autonomisation des femmes. Dans l'amélioration des conditions de vie de la femme. Et c'est encore de nouveaux défis que nous, maires, souhaitons relever. On soutient l'ONG également pour l'appui au projet, pour leur autonomisation et même pour l'alphabétisation des femmes veuves. Nous avons deux centres d'alphabétisation à la PFS et au centre socio-culturel qui est à la disposition de l'ONG où les femmes peuvent venir facilement, tranquillement, apprendre à écrire et à lire. Parrain de l'ONG La Main de Dieu, Issoufou Koulibaly a salué la volonté de cette organisation à œuvrer pour réduire le taux de pauvreté, mais surtout à sortir les femmes de la précarité. À l'Assemblée nationale, un projet de loi sur la gestion des frontières est adopté par la Commission des relations extérieures. Le texte a été présenté par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Il porte sur la coopération transfrontalière. Abou Sanogo. C'est à l'unanimité des membres présents de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale que le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière a été adopté. Ce texte est l'aboutissement d'un long processus qui a permis aux États africains de disposer d'un cadre référentiel pour la coopération transfrontalière et de renforcer la paix et la sécurité entre eux. Selon Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, qui présentait le projet de loi devant les députés. Face aux enjeux sécuritaires de ces dernières années, les États africains ont pris conscience de l'importance de trouver des voies et moyens pour garantir la paix, la sécurité, la stabilité dans les espaces frontaliers
et d'en faire des leviers de l'intégration sous-régionale. La ratification de cette convention va permettre à la Côte d'Ivoire d'adopter une stratégie efficace et durable pour garantir la sécurité et intensifier les échanges socio-économiques avec les pays voisins. C'est un instrument juridique aujourd'hui qui est mis à la disposition des États pour favoriser la coopération, pour aussi agir dans le cadre de la sécurité, parce qu'à travers cela, nous allons échanger les informations en termes de sécurité. C'est un outil aussi de renforcement de paix, de cohésion et surtout d'intégration au niveau local, au niveau sous-régional et au niveau régional. À ce jour, la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière a été signée par 17 pays africains, dont 10 de la CEDEAO. Elle a été ratifiée par 5 d'entre eux, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger et le Togo. Et un mot sur les procédés pour une nouvelle trêve sociale. Ce 11 juillet ont été lancées des séances d'écoute de plateformes et des grands groupes de syndicats au niveau interministériel et par famille d'emploi. Un cadre de concertation dans le cadre du dialogue social. Les syndicats de fonctionnaires et agents de l'État ont pu exprimer ce matin leurs préoccupations face à la ministre de la fonction publique, Anou Loto, et à 3 autres ministres. Les différentes interventions ont porté entre autres sur les problèmes de gouvernance et les difficultés liées à leurs différentes corporations. Nous parlons de développement à présent. Le ministre-gouverneur du Denguélé souhaite une agriculture moderne avec des systèmes de production entièrement mécanisé pour son district, une ambition partagée en marge des assemblées annuelles du groupe Afreximbank et de la 7e édition du Forum des bâtisseurs de l'Égypte. Gaussou Touré a échangé dans ce cadre avec des partenaires au développement en vue de tisser un réseau d'investisseurs pour le Denguélé. Lanciné Bakayoko. En marge des conférences et réunions de la 7e édition du Forum des bâtisseurs de l'Égypte, le ministre-gouverneur Gaussou Touré a accordé plusieurs audiences à des chefs d'entreprise africains. Un réseau de nouveaux partenaires prêts à apporter toute son expertise et moyens au développement du district autonome d'Odiné. Hassan Alan est l'un des plus anciens consortiums d'entrepreneurs en Égypte. Nous avons commencé en 1956 et nous évoluons bien sûr à cause de tous les projets que nous avons réalisés et accomplis sur le territoire égyptien à travers les 60 dernières années. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'expérience que nous souhaitons exporter du territoire égyptien vers la Côte d'Ivoire, en commençant spécialement dans le district de Denguélé. L'un des axes les plus importants du plan stratégique de développement du district reste l'agriculture. Vu les atouts dont dispose ce district, à savoir des milliers d'hectares de plaines et de bas-fonds, Gaussou Touré veut s'inspirer du modèle égyptien. Nous avons, au cours des échanges, travailler aussi sur la production des riz au niveau du district du Denguélé, de même que sur la plateforme logistique qui sera un port avancé du port de San Pedro à réaliser au niveau du district du Denguélé pour le stockage des marchandises. La présence de M. le ministre-gouverneur ici est à saluer, que ça fasse école pour que les gens viennent ici, parce qu'il y a beaucoup à apprendre ici. Il y a la bonification des terres arides, un pays dit désertique qui produit tout. Et donc, je voudrais saluer cette initiative. Gaussou Touré a terminé son séjour en terre égyptienne par une visite de parcelles rizicoles aux outils de production entièrement mécanisés. Et la coopération est encouragée pour les collectivités territoriales et qui sont exhortées à mobiliser des ressources additionnelles pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est la recommandation d'une étude restituée au cours d'un atelier de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC-aussi. Et cette étude interpelle aussi ces collectivités à produire des outils de collecte, de suivi et évaluation des plans terminaux intégrant les ODD et également à tisser des alliances stratégiques avec d'autres collectivités, la société civile, les centres de recherche et le secteur privé. Les explications de Patricia Omouitia. Ce projet vise à renforcer le rôle des collectivités locales dans l'appropriation, la planification, la mise en œuvre et le suivi des ODD. Le projet permet de développer, valider et diffuser une approche participative capable de servir et de transcrire les enjeux locaux en vue de faire progresser le programme 2030 dans son ensemble. L'un des éléments clés
pour l'accélération de la mise en œuvre de ces ODD, c'est donc les plans locaux de développement. Et nous savons que c'est les communes, à travers l'UVIC aussi, qui sont au plus près des populations. Et donc, dans le cadre de ce processus, nous avons conduit une étude à travers l'UVIC aussi, pour qu'on puisse faire un peu le point de la mise en œuvre des ODD au niveau local. Les villes et les collectivités locales doivent adapter leurs outils de gouvernance pour répondre à ce défi. Nous sommes ici pour cadrer avec les orientations que l'État nous donnera à partir du ministère du Plan et surtout les recommandations de cette étude-là nous permettront de mieux apprécier et de mieux mettre en œuvre ces objectifs au niveau des communes. À l'issue des échanges, il a été convenu de renforcer la collaboration État-collectivité, renforcer les capacités des élus locaux et des techniciens des mairies, institutionnaliser l'exercice pour permettre une meilleure appropriation des objectifs de développement durable. Un hommage à feu Amadou Gon Coulibaly dans la région du Poro. La cérémonie a vu la participation de membres du gouvernement, de l'Institut de formation politique dénommé Amadou Gon Coulibaly et des témoignages poignants sur la vie de l'ex-premier ministre disparu le 8 juin 2020 ont été révélés et relevés au cours de ce panel. Un panel sur son œuvre autobiographique intitulée « Le cœur et l'esprit » suivant ce récit de Ami Sissoko. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui incarne mieux la fidélité et la loyauté que Amadou Gon Coulibaly. 8 juillet 2020, 8 juillet 2022. 2 ans déjà que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly AGC a été rappelé à Dieu. C'est ce jour anniversaire de son décès qui a été choisi par l'Institut de formation politique qui porte son nom pour lui rendre hommage à Korogo. En collaboration avec la caravane de dédicace de son œuvre, Amadou Gon Coulibaly, Le cœur et l'esprit. Un livre autobiographique pour mieux se faire connaître, coécrit avec Ziad Limam et Vénance Konon. C'est de faire en sorte qu'on ait des centaines et des milliers d'Amadou Gon Coulibaly dans les années à venir. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly est le prolongement naturel du président Alassane Ouattara. On ne peut pas dissocier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'Alassane Ouattara. Dans ce livre, il y a certes l'espoir, il y a l'espérance, la vision qu'il avait pour la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de douleurs. Or, ces douleurs, je les ai vécues avec lui. La douleur d'avoir été incompris pendant longtemps. Membres du gouvernement, famille politique, RHDP, proches et population étaient là pour témoigner de ce qu'était l'homme. Être accessible à tous, être modeste et par-dessus tout, aimer. Il avait un profond amour de ses frères. Il faut reconnaître qu'il y a certains hommes avec grand H qui sont difficiles à remplacer. Et Amadou fait partie de ces hommes-là. Amadou Gon, l'enveloppe corporelle, s'en est allé, mais que l'esprit Amadou Gon, qui est au-delà donc de cette enveloppe corporelle et qui est immortel, qui traverse le temps, qui traverse les générations, que cet esprit-là demeure. Et à partir de maintenant, c'est avec cet esprit que nous fonctionnons pour faire en sorte que l'immortalité d'Amadou Gon soit une réalité. Pour immortaliser l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toutes les nouvelles infrastructures sportives de la ville de Korogo porteront son nom. En plus de ce livre qui raconte AGC, un catalogue photo retraçant sa vie est disponible. À chaque étape de la caravane de dédicace de son œuvre, ces photos sont exposées. Voilà, la mémoire de l'ex-premier ministre reste encore très vive. Nous passons à présent au point Covid de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce pour cette journée 5 nouveaux cas Covid-19, 66 nouvelles guérisons. Il y a encore dans le pays 113 cas actifs. Et à ce jour, pour lutter contre la pandémie de coronavirus, 14 933 733 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Une rencontre sur la lutte contre le paludisme à Yamoussoukro était réunie les responsables des régions et des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. L'objectif, faire le point semestriel des actions. La socio-anthropologie est proposée comme solution pour une action communautaire plus efficace.
contre le paludisme. Le compte-rendu de Franck Quadio. En 3 vagues, les 33 régions sanitaires ont présenté le bilan des activités de lutte contre le paludisme du premier semestre de l'année 2022. Cette année, de façon particulière, en train de faire le bilan de l'année 2021. Et on fait le point du premier trimestre de l'année 2022. Quand on dit assainir son milieu, on n'a pas besoin de plusieurs moyens coûteux. Vous prenez votre daba, vous prenez votre machette, vous prenez vos balais et vous faites de telle sorte que tout autour de soi soit propre. Cette réunion a permis de faire ressortir les faiblesses liées à la mise en œuvre de cette activité, la lutte contre le paludisme. Et cela a permis de ressortir ces insuffisances et de rechercher les causes profondes afin de pouvoir solutionner. Pour faire de l'élimination du paludisme une réalité, il faut influencer le comportement des populations face à la maladie. C'est pourquoi les autorités sanitaires veulent intensifier les études socio-anthropologiques pour mieux stratifier la communication et l'action communautaire. Vous avez organisé la recherche sur la résistance du vecteur. Vous avez organisé la recherche sur la résistance du parasite. Qu'est-ce que vous avez fait pour le comportement humain? Parce que si on ne mène pas une étude sociale, une étude sur le comportement humain, comment voulez-vous que les spécialistes de la communication soient efficaces? Entre 2017 et 2020, la mortalité liée au paludisme a chuté de 50%. Et la courbe continue de baisser avec 1276 cas en 2021 contre 1316 en 2020. Dans le Tchologo, une vingtaine de personnes ont été victimes d'intoxication alimentaire après la consommation de gâteaux au cours d'une cérémonie à Ferkessédougou, pris en charge dans les centres de santé de la région. Ils ont reçu la visite du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, à Mississauga. Une vingtaine de personnes victimes d'intoxication alimentaire à Ferké suite à une collation le samedi 9 juillet. 7 sont prises en charge au centre hospitalier régional de Korogo, les autres dans les hôpitaux généraux de Ferké et Congo. L'une des victimes raconte. On avait une cérémonie de récompense au niveau de Ferké. On a été faire des achats pour faire la collation et c'est suite à cela qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à souffrir de diarrhée, on peut dire ça, accompagné de douleurs et aussi de vomissements. Et ceux qui n'ont pas eu de malaise, ce sont ceux qui n'ont pas pu consommer la nourriture. Sinon, tous les autres, il y a 4 enfants qui sont hospitalisés au niveau de l'hôpital général de Ferké. Aucun décès n'a été enregistré selon les agents de santé. Ils sont arrivés dans un contexte de vomissement et diarrhée. Cela est dû à une consommation d'un gâteau qui a été acheté dans une boulangerie de la place. La situation est stable, ils sont hors de danger. Informé, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, s'est rendu au centre hospitalier régional de Korogo pour s'enquérir de l'état des malades et de leur prise en charge effective. Dès que j'ai appris qu'il y avait intoxication, j'ai pensé tout de suite à la fête, mais en fait, ce n'était pas lié à la fête. Mais il est important en tant que cadre de la ville d'apporter autant que l'on peut la compassion, l'accompagnement, exprimer la solidarité gouvernementale auprès donc des populations telles que le souhaite donc le président de la République. J'informerai bien sûr ma collègue de la solidarité afin que de façon formelle la solidarité du gouvernement puisse s'exprimer auprès donc de ces patients-là. Selon les autorités sanitaires du Poro et du Tchologo, les investigations sont en cours pour identifier les germes responsables de cette intoxication. Le ministre de la Communication parlait précédemment de fête. Eh bien, les musulmans de Côte d'Ivoire célébraient samedi dernier l'Aïd el-Kébir, la grande fête du sacrifice. Pour l'occasion, 33 bœufs ont été offerts aux démunis à Ouangoulo-Dougou, un don du député Drissa Traoré en collaboration avec l'ONG Aide de Turquie, Kader Sogodogo. 33 bœufs, une enveloppe de 500 000 francs CFA. À Ouangoulo-Dougou et Kawara, tous les musulmans, sans exception,
ont pu célébrer l'Aïd el-Kébir dans l'allégresse. Ces musulmans sans grands moyens bénéficient de la générosité agissante du député Traoré Drissa, qui est appuyé par l'ONG Aide de la Turquie. Chaque année, nous choisissons 3 villes, voire 2 villes, 4 villes. Ça dépend de nos BG. Donc cette année, nous avons décidé de choisir Ouangouloudou pour donner du suri aux populations. Vous savez, le premier souci d'un élu, c'est le bien-être de sa population. Donc c'est un homme heureux qui est en train de dire merci à cette ONG qui est ONG Aide. Mais nous leur disons de trouver, à travers ce mot merci, l'expression de notre profonde gratitude. Ces dons ont été répartis dans la commune et la sous-préfecture de Ouangoulodougou. La sous-préfecture de Kawara n'a pas été omise. Une action saluée par les bénéficiaires. On a reçu un peu de viande pour la fête. Ça nous fait plaisir. Vraiment, merci à tout le monde. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'honorable Traoré Drissa. Le député Traoré Drissa et l'ONG TUIC ne sont pas à leur première action sociale à Ouangoulodougou. Des dons aux personnes vivant avec handicap et aux hôpitaux sont à noter. Et je vous propose de revenir sur cette célébration par ce petit tour des lieux de prière à Agban, Yopougon et Anyama. On regarde. Après la prière de l'Aïd el-Kébir, Sendou Diarasouba, imam adjoint de cette mosquée, dans son sermon, a exhorté les fidèles et l'ensemble de la communauté musulmane à cultiver le pardon et à consolider les liens de fraternité, d'amitié et de bon voisinage. La saison pluvieuse que vit la Côte d'Ivoire depuis le mois de juin n'a pas dissuadé plus de 4000 fidèles à participer à la prière qui s'est déroulée à l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée Nour Islam de Yopougon à Nanéré. Pour la prière de la Tabaski, les fidèles de la communauté musulmane de la gendarmerie nationale ont pris d'assaut la mosquée de la caserne d'Agban. Après les 2 rakats, l'imam Abdul Kader Doumbia, aumônier de la gendarmerie nationale, a exhorté les fidèles à cultiver l'amour et la fraternité avec leurs semblables. Le guide spirituel a également formulé des prières pour la paix. Les dirigeants du pays, la hiérarchie militaire et l'ensemble de ces hommes et femmes qui œuvrent pour la sécurité des personnes et des biens. À Anyama, quartier Belleville, les communautés musulmanes Madina Mounanaha et Al-Ouna ont pris part à la grande prière commémorant la fête de la Tabaski. Dans son sermon, l'imam Yacouba Silla est revenu sur l'origine de la fête. Le sacrifice de la Tabaski est selon lui une tradition qui a un caractère obligatoire pour tous les musulmans qui en ont les moyens. Il a exhorté les fidèles à l'unité et à la cohésion, sans oublier de formuler des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara. Son sermon a été suivi de l'immolation du bélier. Des moutures réalisées par Sephora Zegui et Abou Sanogo. Partons à présent à Bangolo, dans l'ouest du pays, où l'association des femmes d'honneur prône la paix et la cohésion sociale. Ces femmes d'origine religieuse, politique ou ethnique diverses font passer le message de la cohésion par des meetings, des défilés, des rencontres sportives ou encore culturelles. Le reportage de Eve Boué, notre correspondante dans la zone. Pour préserver la paix et la cohésion sociale des femmes des Bangolo, réunies dans le groupement nommé Association des femmes d'honneur des Bangolo, en abrégé AFEB, ont organisé une série d'activités. Une marche pour la paix, un tournoi de football intitulé « Je gagne pour la paix », un cross, un concours de beauté et une série d'échanges et de communications sur la préservation de la paix et de la cohésion sociale à Bangolo. Sans la paix, on ne peut pas s'épanouir. Sans la paix, on ne peut même pas investir, on ne peut pas faire des développements. L'initiative qui se déroule dans une zone souvent en proie à des perturbations de la cohésion sociale est saluée et encouragée. On leur a demandé de garder cette ambiance fraternelle entre différentes communautés pour que, à Bangolo, on ne parle plus de violence, qu'on parle plutôt de paix et de paix. Marie-Laure Ngoran, représentante de la marraine Abiba Dambélé Saoué, directrice des journaux d'information à la radiodiffusion-télévision ivoirienne, a par ailleurs encouragé les efforts fournis par ces femmes pour leur autonomisation. À Bangolo, on a retenu qu'ici, on prône la cohésion sociale, on prône la paix, on prône la solidarité et surtout, on prône l'autonomisation des femmes. Et cet esprit d'autonomisation, de courage, d'efforts fournis
est apprécié de la marraine Abiba Dambélé Saoué. Et justement, les femmes de l'AFEB ont reçu un appui de la marraine à hauteur d'1 million de francs CFA. Cette association compte près de 200 membres. L'actualité hors de nos frontières, au Congo, dans l'extrême nord-est de la RDC, la province de l'Ituri a été ce week-end le théâtre d'une nouvelle série d'attaques. Au moins 2 villages du territoire d'Irumu ont été ciblés par des combattants ADF. Le bilan est d'au moins 6 morts et des habitations incendiées et surtout plus d'une centaine de personnes kidnappées. Selon des sources militaires, cet activisme des ADF s'expliquerait par des opérations conjointes en cours menées par les armées congolaises et ougandaises en Ituri, au nord Kivu. Certains de ces combattants acculés et coupés de leurs sources de survie, selon les forces armées de la RDC, tenteraient ainsi de se ravitailler en vivres dans ces villages. Les personnes kidnappées servent à porter les biens pillés. Les plus jeunes sont enrôlés comme enfants soldats et d'autres sont exploités comme esclaves sexuels. L'actualité au Sénégal, le coup d'envoi de la campagne des législatives, il a été donné. Les différentes coalitions politiques se lancent à partir de hier, donc se sont lancées hier, à la conquête des électeurs dans l'objectif de conforter ou d'obtenir le 31 juillet prochain la majorité de 165 députés à l'Assemblée nationale. L'hémicycle est actuellement largement dominé par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, unie pour un même espoir, qui compte 125 députés soutenant Macky Sall. La coalition Libérer le peuple ambitionne de contester dans les urnes cet ordre établi en s'appuyant sur une jeunesse sénégalaise en quête de changement. Elle est menée par la principale figure de l'opposition, Ousmane Sonko, qui avait terminé la 3e place lors de la présidentielle de 2019. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTA.